Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et c'est cette nouvelle semaine qui démarrait. On la démarre ensemble avec Frédéric Brindel. Comment ça va, Frédéric ? Une belle semaine. Ça, pour moi, ce sont mes plus belles semaines. Je sais que du lundi au vendredi, je suis avec vous, les vraies voix, et les auditeurs de Sud Radio, mais je suis heureux. Eh ben ça va, ça se voit. Voilà, vous êtes programmé, vous avez fait du sport ce week-end pour être en forme toute la semaine. Et en entendant Rémi André, je me suis rappelé un petit souvenir. Je me suis pris un orage sur la région parisienne depuis mon vélo. Et il était colossal. Ah oui. Très belle anecdote. On vous remercie de l'avoir partagé avec nous. Donc voilà, j'étais un peu mouillé du coup, Vous voulez voir les images Oui, c'est ça. Allez, je vous les offrirai. Allez, balance les photos. Allez, vous, au sommaire de cette émission jusqu'à 19h, dispositif éducation nationale. Faut-il donner aux chefs d'établissement la responsabilité de mener la lutte contre le harcèlement scolaire ? Toute la semaine, Pap Ndiaye, qui est le ministre de l'Éducation nationale, donc a mis en place dans toutes les écoles 1 heure de sensibilisation pour lutter contre ce harcèlement et sur les réseaux sociaux. Dès demain, il va s'adresser par visio à 14 000 chefs d'établissement, inspecteurs de l'Éducation nationale et recteurs sur les procédures à suivre et les moyens mis en place en cas de harcèlement. Frédéric. Le principal syndicat des chefs d'établissement, le SNPDEN, UNSA, réplique vertement, je cite, on improvise sans cesse dans ce ministère. Pap Ndiaye a promis des moyens supplémentaires, vous l'avez dit, et la nomination, tenez-vous bien, d'un référent sur le harcèlement dans chaque établissement à la rentrée. Alors à choisir chez les infirmières, conseillers d'éducation ou enseignants. Mais la pression sera mise donc sur les chefs d'établissement qui devront porter le dispositif. S'en sentent-ils capables ? Et qu'en pensez-vous ? Réaction 0826 300 300. Et à cette question, faut-il donner aux chefs d'établissement la responsabilité de mener la lutte contre le harcèlement scolaire ? Vous dites oui à 68%. À 18h30, on reviendra sur le droit d'asile. L'Union européenne doit-elle s'aligner sur la politique restrictive du Danemark ou de la Hongrie ? C'est le coup de projecteur des vraies voix après l'attaque au couteau à Annecy par un réfugié syrien. Le sujet du droit d'asile est de nouveau soumis à questionnement. La Commission européenne et les États membres n'en finissent pas de débattre sur le sujet depuis 2019. La Hongrie et le Danemark restent les pays les plus stricts en matière de droit d'asile, Frédéric. Oui, le Danemark a toujours joué sur son autonomie qui a été rejoint récemment par la Suède. La Hongrie qui s'appuie sur la loi dite Stop Soros qui empêche tout migrant de pénétrer sur le sol hongrois. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne et la France qui sont les plus souples de l'Union européenne en matière d'application du droit d'asile. Elles sont soumises tout simplement aux directives européennes puisque l'asile est désormais une compétence de l'Union européenne. Pourtant, la tendance politique plus restrictive semble majoritaire dans notre pays. L'extrême droite appelle à se soustraire aux modalités du droit d'asile européen. Mais attention, la Commission européenne prendra des sanctions contre les États réfractaires. Tension en perspective. Et à cette question, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on s'aligne sur le Danemark ou la Hongrie ? Vous dites oui à 91%. 0826 300 300, c'est des sujets que nous débattrons tout au long de cette émission avec nos éditorialistes du jour. Et avec nous ce soir, Philippe Bilger pour en parler, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile, cher Frédéric. Ravi de vous retrouver en ce lundi. Ça va, ça s'est bien passé ce petit week-end sans nous ? Oui, absolument. C'était pas trop dur ? Vous n'avez pas trop pleuré ? C'était pas trop dur. D'accord, vous n'avez pas trop pleuré. L'avant-émission était luxuriante. J'ai vu petit chocolat à volonté, cher Philippe. Je trahis un secret. Voilà. Absolument. C'est ça, c'est bon pour la dynamique de cette émission. Tom Conan est avec nous, artiste, essayiste et auteur de de Pollution, publié chez Albin Michel. Ça va ? Bonsoir, très bien. Il fait chaud là, plutôt non ? pas mal. Il fait chaud ? En fait, après, je me suis habillé léger en conséquence, donc je me sens pas si mal en fait. Ouais, je trouve qu'il Puis fait ça chaud. vous va bien en plus. C'est vrai, Ouais, vous êtes léger. Un petit t-shirt comme ça, Voilà. Ouais. Simple. En fait, vous fondez dans le paysage C'est vrai. de Sud Radio qui est bleu et rouge. Un peu, mais... Qui est noir et rouge. Ah ouais. Il est déjà bel homme, hein. Ceux qui regardent Sud Radio sur YouTube peuvent le constater. Ah, c'est gentil. De loin, hein, évidemment. De loin. Non, pas du tout. De toute façon, ce soir, il n'y a que des beaux gosses. Jean-Michel Fauvergue est avec nous. Bonjour, Cécile, Frédéric. Ancien député, ancien patron du RAID et auteur de ce livre qu'il faut lire absolument, Les hommes en noir, publié chez Plomb, d'où le t-shirt de Tom Conan, qui bien entendu qu'il le ferait référence à ce bouquin. Et notre auditeur aujourd'hui, Hakim est avec nous. Bonsoir Hakim. Oui, bonsoir Cécile. Comment ça va Hakim ? Mais je vais très bien, très bien. Moi
aussi, je tiens à dire que je suis beau gosse. Hein. Ah bon, envoyez des photos. Envoyez des toutes photos. les filles de Villeneuve-sur-Lot le disent d'ailleurs, Hakim. Et j'ai des informations. Et peut-être même les garçons. Michel Simon le disait lui-même. Et vous faites quoi dans la vie, Hakim? Oui, je suis enseignant, je suis enseignant. Ah, bah très bien. On aura l'occasion de revenir alors sur cette info du jour. Et aujourd'hui. Je crois qu'il est professeur d'anglais, Cécile. Hakim. Absolument, absolutely, I am. Ah, yes, so great. Yeah, very I will cool. try to improve my English during this please. broadcast. So welcome to Sud Radio. You deserve. You deserve. Je mérite? Oui, vous méritez, Hakim. You deserve. Oui, bien Hakim, sûr. absolument. Très bien. T'as progressé en anglais. Non, vous méritez, Hakim, après ce que vous venez de dire en anglais. Voilà, l'émission devient bilingue. Voilà, Very bad. Oui, we speak fluently English. Alors, le 12 juin, écoutez, le 12 juin 1990, le Parlement russe est démocratiquement élu et c'est la fête nationale. C'est un 12 juin. On en a parlé hier forcément avec ce qui s'est passé en Ukraine et c'est donc un jour férié. Et si vous vous souvenez bien, le 12 juin 1991, la Russie a organisé sa première élection remportée par Boris Eltsine. Voilà, c'était il y a bien longtemps. Voilà, en tout cas, c'était le fait du jour. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Cher Philippe Bilger, dans votre réquisitoire, aujourd'hui... Un hommage. Silvio Berlusconi, qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Vous comprenez bien que même au sujet de Silvio Berlusconi, vous venez de le dire, qui est mort à 86 ans, ça ne peut pas être simplement un réquisitoire, un propos à charge. Silvio Berlusconi est un homme qui a été une personnalité marquante de l'époque et sur tous les registres. Politique, sportif, artistique, sur le plan de la délinquance, rappelez-vous Bunga Bunga ou des fraudes fiscales, un homme extraordinaire au sens propre. Et bien sûr, on a pu se moquer de lui, mais ça aurait été réduire son personnage si on en demeurait là. Il a eu des fulgurances extraordinaires en matière politique et à peine faisait-il l'histrion qu'il abandonnait ce rôle pour devenir une personnalité politique lucide qui avait une influence considérable en Italie, et j'ai évoqué tout à l'heure l'étendue de ses registres et on ne saurait évidemment le réduire à un seul. On évoquait la possibilité de le comparer à un Américain ou à un Français et il me semble que ça n'était pas absurde de dire qu'il était un peu Trump et qu'il était un peu Bernard Tapie, mais qu'il était surtout Silvio Berlusconi, avec une sorte d'enflure, d'ampleur, de sens du ridicule. Non, justement, il ne l'avait pas. Une nature, un histrion, une personnalité, et on ne l'oubliera pas. En tout cas, il ne laissait personne indifférent, ce qui, au fond, devait être le rêve de chacun de nous lorsque le plus tard possible, on disparaîtra, où que ce soit, selon la croyance de chacun. Tom Conan. Alors moi, j'ai pas autant d'éléments à communiquer sur Silvio Berlusconi. Effectivement, moi, c'est pas un personnage que je connais très bien. Je connais bien les grandes lignes de sa carrière d'homme d'affaires et de ses nombreux dérapages, en effet. Après, voilà, moi, effectivement, c'est pas ma filiation, c'est pas ma culture politique ou même esthétique, si j'ose dire. Il incarne quand même pour moi quelque chose d'assez, effectivement, anticonformiste, ça c'est certain, unique, si on veut, etc. Assez trash quand même. Je pense pas qu'il a forcément brillé pour sa mesure ou pour son sens de la modération, qui est quelque chose comme que je valorise pas mal quand même dans l'espace politique, médiatique, etc. Après, effectivement, il était aussi, c'est pour ça que je veux pas avoir de regard franco-français extérieur et condescendant d'aucune sorte, mais il incarnait sans doute effectivement quelque chose de la culture italienne, peut-être pas la partie la plus intéressante à mes yeux de la culture italienne, mais effectivement il était ancré, c'est incontestable, dans une sorte d'inconscient collectif. Jean-Michel, peut-être réagir sur ce que disait Philippe Bilger. Il faut un Tapie et un Trump pour faire un Berlusconi. Alors,
Moi, la comparaison avec Tapi, je la valide et j'aime beaucoup cette comparaison. On n'est pas très loin, je pense. Il me semble que les deux personnages ne sont pas très loin l'un et l'autre par divers aspects, l'aspect artistique, l'aspect homme d'affaires, l'aspect homme politique, et l'aspect sportif, et surtout les exagérations, les outrances des uns, les outrances des autres, mais les exagérations qui sont somme toute des exagérations qui, pour l'un, étaient beaucoup plus contenues que pour l'autre. Je pense essentiellement à Bernard Tapie. Le comparatif avec Trump pour une espèce de positionnement peut-être politique, je pense que c'est ce que visait Philippe. Côté homme d'affaires qui devient chef d'État. Oui, pourquoi pas, mais je sens dans un, alors intuitivement, parce que je les connais pas ni l'un ni l'autre, mais je sens dans un Berlusconi beaucoup plus de finesse que dans un Trump. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite, bien entendu, et le début de nos débats. On va revenir dans un instant sur le dispositif d'éducation nationale. Faut-il donner aux chefs d'établissement cette responsabilité de mener la lutte contre le harcèlement scolaire? Est-ce que vous pensez que c'est leur rôle de faire ça, ou au contraire, est-ce que vous pensez que c'est plutôt ou le rôle des parents ou le rôle de la police, ou voilà, vous nous répondez. 0826 300 300. Si vous êtes parent, vous nous appelez. Bien sûr, vous nous appelez. C'est donc 0826 300 300. Au bout d'un moment, on l'a comme ça. Ça va rentrer, c'est sûr, ça va rentrer. Ils ne sont pas parents, ils ne peuvent pas appeler. Si, absolument. Si, heureusement. Vous savez ce qu'on va faire à partir de maintenant? Ce sera comme d'habitude. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Vous avez demandé Frédéric Brindel, ça tombe bien, il est là pendant une semaine. Ça vous avez demandé Cécile de Minibus, ça tombe bien, elle est toujours là. Non, on le voit toujours là, ça sort ici. Si. Oui. Il faut se mettre en retrait parfois. Jeudi dernier, j'étais seul. Oui, c'était ça. Vous prépariez Marseille. Voilà, c'était bien. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Émission spéciale, un petit truc sympa. Même un petit peu. Sans Cécile, c'est pas pareil. Mais c'était bien, moi je trouve que c'était très bien quand même. En tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Tom Conan est avec nous, et l'autre est avec nous aussi. Jean-Michel Fauvergue vous a taclé, Cécile. Attention, la tension remonte. Je sais pas comment je dois le voir. Je sais pas. C'est très gentil. Je suis très émue. J'allais vous dire un truc très gentil, voilà, j'ai oublié ça. Je le dirai la prochaine fois. S'il y a prochaine fois. Notez-le. En plus, c'est vrai qu'elle vous aime bien, Jean-Michel. Mais oui, Cécile. j'aime toutes nos vraies voix. Allez, bienvenue, c'est les vraies voix. Certaines. Oui, bon, on fera bon, d'accord. J'ai même la liste si vous voulez. Allez, tout de suite 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Félix Mathieu, avec 3 mots dans l'actu, et c'est Cavalière, c'est merci et cannabis. La disparition d'une figure sulfureuse de la politique italienne, Silvio Berlusconi, s'éteint à 86 ans. Les hommages pleuvent des droites européennes et même du Kremlin pour saluer le Cavaliere. Merci pour ces 17 motions de censure. Le message ironique d'Elisabeth Borne aux oppositions cet après-midi. Et puis c'est une molécule dérivée du cannabis, le HHC, actuellement en vente libre en France. Les produits à base d'hexahydrocannabinol seront finalement interdits dès demain. Les vraies voix Sud Radio. Il avait dirigé le gouvernement italien à 3 reprises dans les années 90 et 2000. Avant ça, Silvio Berlusconi s'était fait connaître dans les affaires, les médias et même à la tête d'un club de foot, l'AC Milan, durant 31 ans. Figure controversée sur fond de démêlés judiciaires et de frasques sexuelles, Silvio Berlusconi a fini donc par s'éteindre à 86 ans des suites d'une leucémie. L'actuelle présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, annonce des funérailles d'État après-demain en la cathédrale de Milan. Silvio Berlusconi était avant tout un battant. Un homme qui n'a jamais eu peur de défendre ses convictions. Et c'est précisément ce courage et cette détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné et perdu de nombreuses batailles. Et c'est aussi pour lui que nous atteindrons les objectifs que nous nous étions fixés ensemble. Au revoir, Silvio. La présidente du Conseil italien avec la traduction de Justine Houlet. Peu après l'annonce du décès de Silvio Berlusconi, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'hôpital alors que les hommages affluaient d'Italie et de l'étranger. Le président russe Vladimir Poutine a été l'un des premiers à réagir, saluant une personne chère et un vrai ami depuis le Kremlin. Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. Такую привилегию
Pour un homme politique, c'était un homme extraordinaire, parce qu'il était très sincère et ouvert, et il avait un privilège que les politiciens de cette ampleur n'ont pas. Ce privilège était qu'il disait ce qu'il pensait. C'était un homme politique d'échelle européenne, et on pourrait dire mondiale. Il y a peu de telles personnes sur la scène internationale maintenant. Il était un grand ami de notre peuple et a beaucoup fait pour développer des relations sérieuses et amicales entre la Russie et les pays européens. Le président russe Vladimir Poutine avec la traduction d'Antoine Mazer. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu hommage dans un communiqué à un visionnaire qui en matière de football avait tout prévu bien avant les autres. En France, Marine Le Pen salue une personne atypique à la vie hors norme, au parcours fulgurant qui a indéniablement marqué la vie politique italienne. Du côté des Républicains, Éric Ciotti évoque un véritable monument de la politique en Italie, un homme d'État, l'État qu'il a servi de toutes ses forces selon le président d'LR, le Cavaliere, qui était toujours à la manœuvre en coulisses avec son parti Forza Italia derrière les coalitions gouvernementales de droite et notamment l'actuelle. Il avait dû quitter le Sénat après sa condamnation pour fraude fiscale il y a quelques années, une dizaine d'années, mais il y était revenu ensuite. Surtout le scandale des Bunga Bunga, ces soirées avec des prostituées mineures avaient terni son image. Sur ses vieux jours, Silvio Berlusconi s'était rêvé président de la République, fonction honorifique en Italie, mais sa personnalité clivante ne lui a pas permis d'accéder à cette fonction. Deuxième mot, Félix Mathieu, c'est merci pour vous. L'étonnant message donc de la Première ministre aux oppositions. Elisabeth Borne mise en cause par une motion de censure suite à la niche parlementaire du groupe Lyot qui n'avait pas pu soumettre au vote son abolition de la réforme des retraites. Motion de censure défendue par la présidente des députés PS, Valérie Rabault. En procédant ainsi, vous avez ouvert une voie dangereuse, celle de l'arbitraire, celle qui abîme l'état de droit que notre pays a courageusement construit au fil des ans depuis la Révolution française. Oui, Madame la Première ministre, il s'agit bien d'arbitraire. Jusqu'à ce jeudi 8 juin. Tous les députés, quelle que soit leur appartenance politique, étaient traités à égalité et ce conformément à un usage constant depuis 1958. Depuis ce 8 juin, c'est un saut dans l'inconnu. C'est le règne de la recevabilité partisane sans voie de recours. Désormais, aucun député de l'Assemblée nationale ne pourra prédire le sort qui sera réservé aux amendements de rétablissement d'articles de ses propres propositions de loi. Les oppositions qui se sont donc attirées cette étonnante réponse d'Elisabeth Borne. Alors que pour la 17e fois en moins d'un an, une motion de censure est déposée contre mon gouvernement, je voulais commencer par un mot qui surprendra peut-être. Merci. Merci Madame la Présidente Rabault de montrer une nouvelle fois par cette motion de censure que nous sommes bel et bien dans une démocratie parlementaire où le gouvernement est responsable devant le Parlement qui peut à tout moment tenter de le renverser. Une motion de censure qui avait encore moins de chances d'aboutir que les précédentes, vu que le groupe LR, notamment, ne souhaite pas joindre ses voix contre le gouvernement à la NUPS et au RN. Philippe Bilger, une petite provocation inutile. Oui, mais en même temps, j'ai apprécié que pour une fois, la motion de censure ait été présentée par Valérie Rabault, qui est une députée de qualité et de talent. Moi, je suis pas très fanatique de cette manière ironique de montrer qu'à chaque fois, le gouvernement l'emporte. Mais je peux la comprendre en même temps. Elle en a peut-être assez de ces motions de censure, mais je trouve que tout cela donne l'impression d'une activité ludique, alors qu'au fond, on est face à une épreuve démocratique. Ça manque d'humilité, Tom Conan, peut-être? Je sais pas trop. Je suis un peu épuisé par la situation parlementaire de ce pays, franchement, qui est pas très encourageante. J'ai l'impression que les choses maintenant se résolvent plutôt dans les lieux privés, voire dans la rue. L'autre fois, j'avais un rendez-vous avec mon éditrice, il y avait je sais pas combien de dizaines de camions de CRS partout, parce que c'était vers Boulevard-du-Montparnasse où il y a la rotonde, comme vous le savez peut-être, et ce lieu où macronien, en tout cas symbolique de la sorte. Je sais pas trop quoi penser. J'ai l'impression qu'en tout cas ces conflits vont pas se résoudre dans l'hémicycle. Et Jean-Michel Fauvergue. Oui, pour l'avoir vécu, moi, la vie parlementaire et la vie au Parlement, en particulier des ministres, quand ils répondent à ce type de demande, c'est une vie qui s'est durcie et qui est de plus en plus dure. Et les échanges sont très vifs. Alors, on parlait de Madame Rabault. Alors, effectivement, elle faisait partie
de la gauche démocratique, républicaine, enfin démocratique toujours, mais républicaine. Là, en s'appuyant sur la NUPS et en défendant une motion de censure largement poussée par la NUPS, je pense qu'elle s'éloigne un peu de ses principes à elle. Troisième mot, cannabis, avec une substance désormais interdite en France, Félix. Les produits à base d'hexahydrocannabinol, le HHC, une molécule dérivée du cannabis, mais qui était jusqu'ici en vente libre dans notre pays. Ils seront interdits dès demain. C'est ce qu'annonce l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette décision fait suite à des travaux qui ont montré que la substance présente un risque d'abus et de dépendance équivalent à celui du cannabis. C'est ce que précise un communiqué. Elle est apparue sur le marché de la drogue aux États-Unis fin 2021. Le HHC qui ne sera donc plus en vente dès demain. Merci beaucoup Félix Mathieu. Restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce dispositif de l'éducation nationale. Faut-il donner aux chefs d'établissement la responsabilité de mener la lutte contre le harcèlement scolaire? On en débat dans quelques instants. 0826 300 300 avec nos vraies voix du jour. On vous souhaite la bienvenue avec Frédéric Brindel jusqu'à 19h. À tout de suite. On est là. On est ensemble, chers amis, jusqu'à 19h. Merci en tout cas si vous venez de nous rejoindre et merci. Nous venons de dépasser les 800 000 oui, c'est énorme, sur notre chaîne YouTube. C'est énorme. D'ailleurs, désormais, je mets une chemise quand je fais de la radio parce que vous êtes peut-être même plus nombreux à nous regarder qu'à nous écouter. Ah oui, non, je pense que c'est bien équivalent. Sinon, la radio, vous la faites torse nu. Alors là, on dépasserait très largement. Si Cécile se mettait dans plus l'appareil. Cécile, elle est toujours très classe. Non, mais franchement, si ça peut vous faire plaisir, on peut y penser. Bah ouais, ça nous ferait plaisir. Allons-y. Allez. Alors là. Ça va, on peut jouer. On peut être drôle quand même. Ça nous change. Avec Philippe Bilger qui est avec nous et on est ravis de l'avoir. Tom Conan, bien entendu. Et Jean-Michel Fauvergue et vos appels au 0826 300 300 et Hakim qui est avec nous, qui est notre vraie voix du jour. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La lutte contre le harcèlement scolaire. On estime que chaque année 700 000 enfants et adolescents en sont victimes. Les écoles ne font pas ce qu'il faut, ils n'écoutent pas ces enfants. Nous avons encore beaucoup de travail pour faire reculer les situations de harcèlement à l'échelle du pays. Une mesure de dernier recours contre le harcèlement scolaire. Transférer l'élève harceleur dans un autre établissement et non l'élève harcelé. Beaucoup d'enfants se terrent dans le silence pour protéger les parents. Le ministre de l'Éducation, dans un mail au chef d'établissement, rappelle que face à un signalement de harcèlement, la réaction de tous les agents doit être systématique et complète. Et donc toute la semaine, Papendaï, le ministre de l'Éducation nationale, a mis en place dans toutes les écoles une heure de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Dès demain, il va donc s'adresser par visio à 14 000 chefs d'établissement, inspecteurs de l'Éducation nationale et recteurs sur les procédures à suivre et les moyens mis à disposition en cas de harcèlement, Frédéric. Mais l'annonce laisse sceptique bon nombre de parents et d'enseignants pour qui les annonces du gouvernement donnent l'impression d'une improvisation de la part du ministre. D'ailleurs, cette heure de sensibilisation est déjà fréquemment mise en place dans certains établissements, assurée entre autres d'ailleurs par des policiers. Le ministre Papendaï sera une nouvelle fois jugé sur sa communication dans la mise en place du dispositif anti-harcèlement. Les chefs d'établissement doivent-ils être responsabilisés pour cette lutte sans merci qui dépasse, reconnaissons-le de toute évidence, le cadre de leurs prérogatives. Et pour en parler avec nous, Didier Georges, bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national du SNPDEN UNSA et juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est tout à coup ça tombe, cette information tombe, alors, encore une fois. Ça n'est pas là, de mon point de vue, entendons-nous, qu'on découvre que le ministre de l'Éducation nationale a été très mal choisi par Emmanuel Macron, qui a cru faire un coup provocateur et qui en réalité a choisi une personnalité aussi faite pour être ministre de l'Éducation nationale que pour moi être, pardon, dans la tiédeur. Mais en réalité, c'est grave, parce que la méthode de ce ministre consiste toujours à arriver trop tard, à répondre aux sollicitations qui lui sont faites, comme si lui-même était incapable d'inventer une politique propre. Il a fallu les désastres, les suicides de Lucas et de l'INSEE pour qu'il aboutisse à des propositions qui semblent tellement
basiques, évidentes, qu'on se demande pourquoi elles arrivent si tard. Moi, je crois que c'est malheureusement ce harcèlement ne va pas trouver avec ce ministre son remède. Ouais. Tom Conan, c'est un poids énorme quand même. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas improviser parce que c'est bien ancré dans la société et dans une partie de la culture jeune, évidemment pas la meilleure. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit être fait même en lien avec les plateformes elles-mêmes, parce que souvent, ce harcèlement se fait via des plateformes. Donc, c'est aussi des questions de modération de contenu, c'est des questions aussi d'éducation par rapport aux familles, etc. Donc, en fait, c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement complexe, effectivement, que ça suppose absolument pas d'être improvisé. Surtout que le problème existera toujours, hein, même si on essaye de le traiter. Donc, autant prendre son temps, si j'ose dire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le ministre a du retard à l'allumage dans ce domaine-là. Et effectivement, il a réagi il a mis du temps et surtout après les drames qu'a cité Philippe et après avoir reçu les parents de la jeune Lindsay, qui ont été reçus aussi par la première dame, par Brigitte Macron. Et quel contraste entre la réaction après chacun des deux rendez-vous. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de réactions de la part de la première dame que du ministre en charge de ça. Et ça bon, alors c'est un bon point pour la première dame, mais c'est un mauvais point pour ce ministre. Et effectivement, on réagit sur le tard, mais je me pose aussi la question, pas seulement du ministre. Connaissant les institutions telles qu'on les connaît, il est entouré, le ministre. Il a des conseillers, il a des gens qui sont conseillers pour sa communication, mais qui sont conseillers aussi sur les problèmes de fond de ce type-là. Ça, c'est un problème de fond numéro 1 au ministère de l'Éducation nationale. Que font ces conseillers-là? Pourquoi n'a-t-il pas été poussé à intervenir beaucoup plus tôt? Comment on peut dire à quelqu'un, en tant que ministre, on a essayé de vous appeler pendant 2 semaines? C'est pas possible. Comment c'est possible de dire des trucs pareils? Ça serait intolérable. Vous le dites à un patron de commissariat, ça serait intolérable. Je veux dire que la police ne réagisse pas sur des affaires comme ça, par exemple, c'est intolérable. Notre invité Didier Georges, merci en tout cas d'être là. Cette annonce qui tombe un petit peu de l'arbre tout à coup, avec cette possibilité de faire 1 heure dans chaque collège pendant 1 semaine sur le harcèlement. Et ce qui existe déjà, hein, Cécile, il faut le dire. Moi, j'ai ma fille qui est en 4e, elle en a eu 2 fois 1 heure en 6e et 1 fois 1 heure en 5e. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que tout ça n'est pas un peu flou? Pour répondre directement peut-être à votre interrogation, ça fait des années et des années que dans les établissements scolaires, collèges et lycées, on fait des interventions par diverses structures. Alors on a des partenariats police maintenant qui sont présents sur l'ensemble du territoire national. Donc ils viennent parler des comportements civiques, mais aussi du harcèlement. On travaille aujourd'hui avec des spécialistes en droit. Je pense en particulier à une association qui s'appelle Initia Droit, où des avocats viennent expliquer aux élèves les risques juridiques qu'ils prennent quand ils sont harceleurs, etc. On fait intervenir des associations. Alors la réaction de notre ministre, parce qu'il faut, évidemment il y a un drame, on compatit évidemment tous à ce drame absolu qui est de perdre un enfant, et on a une pensée pour la famille de ces enfants qui se sont suicidés bien évidemment, mais la réaction du ministre, elle laisse à penser que dans les établissements scolaires il ne se passerait rien, et il faut que son génie d'un seul coup s'exprime en imposant 1 heure de discussion en éducation morale et civique dans les collèges. La réalité, c'est qu'on travaille au quotidien là-dessus, mais c'est un combat extrêmement difficile. Un de vos chroniqueurs l'a dit, ça se passe sur les réseaux sociaux. Quand est-ce qu'un collège aujourd'hui, quel moyen disposerait un collège pour aller contrôler et observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on sait à quel point c'est devenu complexe, à quel point c'est devenu quelque part sécurisé pour que ceux qui n'y sont pas invités ne puissent pas voir ce qui s'y passe. Didier Georges, pardon de vous couper, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aux parents de venir faire des réunions aussi, plutôt que les enfants, parce qu'ils ont des parents, ces jeunes? Oui, alors je le partage avec vous. Il est arrivé, je pourrais vous citer une situation très personnelle. Il y a quelques années, j'étais principal d'un collège et j'avais invité des parents avec un pédopsychiatre justement sur les risques numériques. Alors les risques des réseaux sociaux, et puis les risques liés au harcèlement, et puis les risques aux addictions aussi, parce qu'il y a ce phénomène-là
qui vient s'ajouter. Et 2 soirées en nocturne organisées pour que les parents puissent y participer. Si je vous annonçais le taux de participation, vous seriez bien déçus. Alors, ça ne veut pas dire que tous les parents ne s'intéressent pas à cette question, c'est faux, hein, les parents s'y intéressent, mais c'est difficile. C'est techniquement parfois difficile pour eux, parce que entre ce que savent leurs enfants des usages numériques aujourd'hui, et puis ce qu'eux sont capables de faire, il y a un monde, hein, entre un monde générationnel. Et puis, c'est techniquement parfois coûteux aussi, il faut le dire. Bon, Didier Georges, les vraies voix ont des questions. Je voudrais juste dire que notre consultation auprès des auditeurs de Sud Radio, pour l'instant, à la question « Faut-il donner aux chefs d'établissement la responsabilité de mener la lutte contre le harcèlement scolaire ?» les auditeurs disent oui à 69%. Philippe Bilger. Mais Didier Georges, est-ce que vous ne croyez pas que, au-delà des formations techniques et juridiques, des risques que le harcèlement peut faire courir, le grand drame dans l'éducation nationale, c'est qu'on ne fait plus ce que j'appellerais l'éducation morale. Au fond, est-ce que, à l'égard de ces classes, il y a quelqu'un, homme ou femme, qui vient rappeler que moralement, il est inadmissible de procéder à des harcèlements? J'ai l'impression qu'on fuit l'éthique pour tomber dans le technique et le juridique. Est-ce que ça n'est pas une démission, une défaite? Alors je vous réponds non tout de suite et sans ambiguïté, cher monsieur. On fait ce travail-là en éducation morale et civique toutes les semaines dans les collèges, dans les écoles élémentaires aussi, et ça fait partie des programmes évidemment. Donc non, on n'a pas abandonné cet aspect moral. Moi, quand j'évoquais l'aspect technique, c'est parce que c'est aussi un outil d'aide, en particulier pour les réseaux sociaux. Mais ça n'enlève en rien la nécessité de sensibiliser les élèves à l'idée qu'on doit se respecter les uns les autres et que l'autre est important pour soi, évidemment. D'accord. Hakim est avec nous au 0826 300 300. Hakim, une réaction forcément. Vous êtes prof d'anglais quand vous entendez ça et la proposition du ministre. Les bras vous en tombent aussi? Écoutez, si vous voulez, confier cette tâche, la responsabilité seulement aux proviseurs, c'est un peu beaucoup, parce que les chefs d'établissement, il faut quand même le dire, ils ont beaucoup de boulot. C'est très stressant comme travail, tout ça, on peut pas. Je pense que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de toute la communauté éducative et, si vous voulez, et des parents. C'est le premier point. Le deuxième point, je suis assez d'accord, c'est ce que j'allais dire avant que Didier et Georges, je crois, le disent. Il y a déjà plein de dispositifs. Ils existent. Le spectre, il est très large. Ça va par exemple, de la pièce de théâtre jeunesse pour les jeunes, sur le harcèlement, jusqu'au conseil de discipline, en passant par de la prévention, les associations, la plateforme phare. Tout ça existe. Le problème, c'est la détection. Le problème, c'est la formation, c'est l'accompagnement. On voit bien que dans l'affaire Lindsay, par exemple, elle a eu beau crier, elle a eu beau parler de son problème. Elle n'est pas, si vous voulez, elle souffrait pas en silence dans son coin. Elle a dit, elle l'a formulé, et il y a eu un dysfonctionnement. Son harceleur, je crois que c'est une jeune femme qui la harcelait. Et en plus de ça, ça ajoute tous les problèmes si vous voulez, de téléphone portable. Il faut quand même dire les choses franchement. Tous ces parents qui laissent leurs enfants avec ces applications Instagram, des enfants de 11 ans. Un téléphone, ça s'éteint le soir, hein. ça peut se confisquer. Qu'est-ce qu'ils font sur ces applis le soir? Alors les parents sont peut-être tranquilles devant leur télé, mais des enfants, moi j'ai une petite fille qui est en 6e et qui me raconte, c'est très simple, ça commence par sur le portable et ça finit physiquement après. Et là aussi, il faut intervenir. Mais je rassure nos amis auditeurs, les dispositifs, ils existent et on travaille. Alors le ministre de l'Éducation nationale, si vous voulez, dans l'urgence, avec ce qui vient d'arriver, les drames qui viennent d'arriver, qui nous ont tous bouleversés, il essaye de parer au plus pressé. Bon, s'il avait rien dit ou l'avait rien fait, on l'aurait engueulé. Vous restez avec nous, Hakim, une petite réaction, Tom, par exemple. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en la matière, en réalité, j'ai l'impression que cette jeunesse-là, en fait, ça se comprend aussi. Elle croit pas à ce qui vient du vertical, donc, je sais pas, les parents, les institutions, l'école, etc. C'est même souvent assez moqué et méprisé, malheureusement, parce que justement, les cours d'éducation civique et morale, on les prend pour ce que c'est-à-dire à un âge où on se construit, on veut être un peu contre la norme éventuellement, en tout cas pour certains phénomènes qui sont peut-être justement ceux qui après vont se livrer à du potentiel harcèlement. Donc il faut quand même comprendre la sociologie et la psychologie des gens qui font ça. Oui, mais Tom Conan, vous êtes jeune, il est tout à fait possible aujourd'hui d'interdire à un enfant d'être sur un réseau social. D'accord, ouais, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut pas forcément raisonner de manière verticale. Ça, c'est une vision quand même qui est très française, très jacobine. Il faut qu'il y ait une règle descendante qui s'applique d'une manière universelle
uniforme à l'ensemble des personnes. À un moment donné, qu'est-ce que regarde notamment la jeunesse, par exemple? C'est genre Hugo Décrypte, par exemple, une personne qui leur ressemble. Donc les gens sont abonnés à Hugo Décrypte. Je pense qu'on est beaucoup plus influencé positivement. Rien n'empêche de faire non, ça n'empêche pas, bien sûr, mais beaucoup plus par Hugo Décrypte que par la décision qui vient d'en haut, à mon avis. Côté police, Jean-Michel Fauvergue. Moi, je m'interroge par le rôle des autres, de ceux qui sont à côté de nous. Justement, côté police, on a, vous le savez, il y a un gros problème de suicide dans la police. Et il y a police et gendarmerie, il y a des choses qui sont faites. Alors, elles sont pas parfaites et il faut bien sûr progresser là-dessus. Il y a en particulier ce qu'on appelle le rôle des sentinelles. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de l'agent, des agents, les gens eux-mêmes se regardent, non pas se surveillent, mais se regardent, voient si leurs collègues sont vigilants par rapport à leurs collègues, voient si ça va pas, etc. Est-ce que, et c'est ma question à Didier Georges, est-ce qu'au niveau des gamins, on peut faire comme ça aussi? On peut avoir des gamins qui donnent l'éveil et qui sont correctement entendus par le corps enseignant. Un délégué au harcèlement, par exemple. Pas forcément un délégué, tout le monde qui essaye de voir s'il y a quelque chose qui va pas avec les uns avec les autres. Et puis c'est ce qu'a prévu le ministre, d'ailleurs. Le même rôle avec les parents. Un conseiller principal d'éducation, tout ça. Là, je parle des gosses, des gosses entre eux, qui vont porter le message. Alors, la question à Didier Georges, qui vous répond? Alors, plein de réponses à tout cela, excusez-moi. D'abord, recréer un énième référent. On a des référents pour tout et ça n'a pas réglé, en tout cas, tous les problèmes. Maintenant, une forme de médiation par les pairs, pourquoi pas. L'idée me semble tout à fait intéressante. Attention toutefois à des conditions d'anonymat qui doivent rester extrêmement importantes parce que juste pour que vous compreniez bien, sur les situations de harcèlement avéré, et des fois on nous en signale, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'un établissement scolaire, on n'est pas officier de police judiciaire. On ne peut pas conduire une enquête comme le ferait un OPJ, on n'est pas à la brigade de protection des familles, donc nous on fait remonter une information, et eux, je parle en général de la police, ils sont souvent en sous-effectif, donc c'est très compliqué, les affaires sont traitées dans un ordre de priorité, et parfois, je ne sais pas si je ne veux pas parler pour eux, il est sans doute possible que la situation de harcèlement sur les réseaux sociaux du collège lambda passe après la situation de la femme maltraitée, par exemple. Ouais, mais est-ce que vos confrères ont peur des pressions aussi, peut-être, Didier Georges? Non, mais nous on a peur de rien, si vous voulez. On a des formulaires pour faire remonter on appelle ça un RIM, c'est un rapport d'incident au milieu scolaire, ou une fiche d'information préoccupante, et tout ça, on peut le faire. Mais vous avez des retours en combien de temps vous avez des retours quand vous envoyez une information? On peut avoir un retour très rapide, des fois c'est dans l'heure, et puis des fois il faut attendre quelques heures, quelques jours même. Ça dépend encore une fois de la situation locale, du commissariat et des interlocuteurs que nous avons. Et il faut le dire, dans certains lieux du territoire national, on n'a pas assez d'interlocuteurs, c'est indiscutable. Ce que j'aimerais quand même préciser, si vous me le permettez, il y a un programme qui s'appelle Programme Phare. Au téléphone, votre interlocuteur vient d'en parler. C'est un programme formidable. Il s'appuie sur tout, la science, et toutes les expérimentations qui ont été conduites à l'échelle européenne. Ça a prouvé son efficacité. On n'a pas besoin. Je sais bien que si les parents de l'INSEE m'entendent, ils vont penser le contraire, mais la réalité statistique, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer l'eau tiède. Ça existe déjà et on a un programme qui est salué par tout le monde. Restez avec nous, Didier Georges. On a encore une auditrice, et Jean-Michel Fauvergue, une petite... Oui, non, mais je m'excuse, Didier Georges, mais moi, ça me va pas, la réponse que vous faites. Vous dites, on signale et on signale à la police et la police est débordée. Non, mais avant de signaler à la police sur des actions de harcèlement qui ne sont pas arrivées à des faits qui sont des faits de délinquance avérée ou des faits, des infractions pénales, eh bien, il peut y avoir une intervention qui est que la chose soit signalée par les pères, par les gosses entre eux, et une intervention des enseignants qui font stopper ça. Je suis persuadé qu'il y a des dizaines d'affaires qui doivent être stoppées tous les jours par des enseignants. C'est la détection. 0826 300 300. Gabriel est avec nous de Toulouse. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel. Une réaction. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles je voudrais rebondir, et en particulier l'éducation morale dont je ne sais plus qui a parlé. Philippe Bilger. En fait, voilà, exactement. Et en fait, si vous voulez, moi je suis animatrice auprès des enfants dans une école élémentaire, et je travaille aussi auprès d'adolescents. Et en fait, on se rend compte qu'il y a juste l'évolution normale de l'enfant et de l'adolescent. Je
pense que toutes ces mesures, elles doivent pas être prises au collège, elles doivent être prises bien avant et apprendre le respect et la bienveillance. Tout simplement, se respecter. Alors, j'essaye d'aller très vite parce que je sais qu'on manque de temps, mais c'est vrai que nous, on avait travaillé sur des coins causettes, en fait, où on donnait la parole aux enfants, où on leur apprenait le partage, le respect, la bienveillance. Et je peux vous assurer, ces enfants, quand ils passaient au collège, eh bien, pour eux, c'était tout à fait normal. Ensuite, on a été arrêté parce qu'on manque de moyens, en fait, en école élémentaire, mais comme tout, parce que lui-même passe après tant de choses dans notre société actuellement. Eh bien, aujourd'hui, on voit des enfants, effectivement, il y a une grande violence dans les écoles. Il y a aussi l'abandon des parents, où on ne met pas des gamins avec des réseaux sociaux tout seuls dans leur chambre. C'est un vrai danger, c'est un vrai danger. Et tout part de là, en fait. Donc après, on arrive avec des adolescents donc qui n'ont pas de repères, de repères et de respect. Et voilà, on attend des situations dramatiques pour s'intéresser aux problèmes, mais on abandonne nos enfants très tôt, en fait, par un manque de moyens, de vrais professionnels qui sont formés. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça mène à notre débat. Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN, UNSA, merci beaucoup. En tout cas, on continuera, on vous rappellera d'ailleurs pour voir la suite et puis faire un bilan de ce qu'a fait Pap Ndiaye et de la visio. Les auditeurs de Sud Radio disent oui, donc à 68%. La question, faut-il donner au chef d'établissement plus de responsabilités, etc., etc. Merci Didier Georges, on aura l'occasion d'en reparler avec vous parce que la suite arrive, Cécile. Tout de suite, le quiz de l'actu. Restez avec nous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc avec Frédéric Brandel, nous sommes aujourd'hui pour ce quiz de l'actu. Ah, ça va jouer. Bah oui, on est un peu, c'est nous qui allons mener cette espèce de bataille entre tout le monde. Allez, le quiz de l'actu. Mix. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est avec Hakim qui va devoir choisir. De Villeneuve-sur-Lot. Oui, c'est important de le dire. Professeur d'anglais. Encore un noble. Mais il n'y aura aucune phrase en anglais. Aucune phrase en anglais. Vous décidez donc de jouer contre qui? Est-ce que c'est Jean-Michel Fauvergue? Est-ce que c'est Tom Conan? Ou est-ce que c'est Philippe Bilger? Et Philippe Bilger baisse la tête. Je vous le dis tout de suite, il n'a pas du tout envie de jouer contre vous. Je vais choisir l'artiste, je vais choisir Tom. Vous jouez contre Tom. Ça veut dire qu'avec vous, vous avez donc Jean-Michel Fauvergue et Philippe Bilger. Vous savez constituer une équipe. Vous avez un ancien procureur général et un ancien flic. Comme ça, vous savez vous entourer. Si on gagne, c'est nul. Tu es tous aux abris. Allez, on y va les amis. Question, qui c'est qui l'a dit? Moi, j'ai ajouté une motivation supplémentaire parce que j'ai dit aux joueurs, la Juventus, l'AC Milan, etc. arrive maintenant. Et si vous gagnez contre l'un de ces grandes équipes, je vous emmène dans le vestiaire avec un quart de prostituée. Non, ce n'est pas l'entraîneur de City. Oui, c'est Tom Conan. Eh oui, bien sûr. Pourtant, j'y connais rien en foot, mais là, c'était juste par rapport à l'actu. Tom Conan qui gagne contre 3 personnes et en plus sur une question de foot, je peux vous dire qu'on vient d'assister. Je devrais avoir un bonus normalement. Non, mais on a voulu laisser 2 points. Allez, on y va. Autre question, qui c'est qui l'a dit? Quand la NUPES arrivera au pouvoir, nous abrogerons cette réforme des retraites. C'est Mélenchon. C'est une femme. Une femme. Rousseau. Non. Pas de Autain. Mais j'ai dit Autain. Philippe, j'ai dit Autain. Si. Vous aviez l'air Autain, mais vous n'avez jamais dit Autain. Clairement. J'ai dit Rousseau, après j'ai dit Autain. Oui, mais on l'a pas entendu. J'ai dit Autain. Vous l'avez entendu? Est-ce qu'à la technique, on peut confirmer que j'ai dit Autain? Non, mais moi, c'est on n'a pas entendu notre réalisateur. Vous l'avez dit, mais je considère qu'on l'a dit. Moi, c'est plus net, j'ai rien dit. Donc, Cécile, on dit 2-2. On dit 2-2. Question, Hakim, qui c'est qui l'a dit? C'est une grande perte, non seulement pour l'Italie, mais pour le monde politique. Marine Le Pen? Non. C'est un Français. Non, pas du tout Marine Le Pen. Allez-y, Hakim. Mélanie. Alors là, je vois pas. Non. En France ou à l'étranger? J'ai dit Poutine. Vous avez dit Poutine? Vous avez dit et moi, je l'ai vraiment dit. Ouais, bien sûr. Et je n'ai pas entendu, pardon, parce que notre réalisateur a dit oui, effectivement. Donc c'est un 4-2 pour Hakim. Allez, à vous. Avec Jean-Michel, on force pas. Alors, qui c'est qui l'a dit? Demain, la migration ne sera pas le problème, mais peut-être la solution. Allons-y. C'est du Mélenchon. Rousseau. Rousseau. Non. N'êtes pas loin. Ruffin. C'est effectivement pas du Bardella, je vous l'affirme. Qu'est-ce que vous avez dit, Hakim? Roussel, non. Non. La migration. Mélenchon. C'est quelqu'un qui s'est déjà présenté à l'élection présidentielle. Ouais. Ah, Jadot. Non.
Autour. Et qui universel. Je dis le mot universel. Ah oui, revenu universel. Hamon, exactement. Benoît Hamon. Ouais, c'est Jean-Michel. Devancé, mais comme on est ensemble. La dernière des dernières. Qui c'est qui l'a dit sur le droit d'asile? Les mécanismes européens sont incohérents. Marine Le Pen? Non, il l'a dit dans le JDD. Zemmour. Non, je vais le dire. C'est un ancien ministre de l'Intérieur. Non, Hakim, ce n'est pas De Sarkozy. Oui, Chevènement, Philippe Bilger. Philippe Bilger qui lit le journal du dimanche et qui avait donc un coup d'avance sur Et donc, c'est une très belle victoire de Hakim. Même si j'ai été volé de 2 points, mais bon. Hakim, Jean-Michel et Philippe, un trio exceptionnel. Hakim savait qu'il choisissait le plus faible d'entre nous. Non, mais il a choisi. Non, mais Hakim, vous savez, vous entourez, c'est tout. Vous avez bien joué, je m'incline. Si un jour on m'avait dit que je gagnerais aux côtés de policiers et de magistrats, j'aurais signé. Tout arrive. C'est en général le meilleur choix. Allez, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le coup de cœur de notre ami Frédéric Brindel. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Et on est avec vous jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Tom Conan, avec Jean-Michel Fauvergue et vos appels au 0826 300 300 puisque vous savez, vous pouvez réagir à tout et c'est votre émission. Et on est ravis sur de le compte de Twitter vous y accueillir. Sud Radio notamment. Oui, bien sûr. Il y a la consultation là déjà, vous pouvez y aller sur notre débat de 18h30. Absolument. Qui est Eh bien, écoutez, c'est simple. C'est la France doit-elle s'aligner sur les décisions hongroises et danoises concernant le droit d'asile. Voilà, 0826 300 300, vous pouvez d'ores et déjà, en tout cas, répondre à notre question. Tout de suite, le coup de cœur. Les vraies voix Sud Radio. Et le coup de cœur pour le tennisman serbe Djokovic, vainqueur de ce week-end du Roland-Garros, mon cher Frédéric. Vous pouvez même dire Djokovic. Oui, Novak Djokovic est devenu le tennisman au plus beau palmarès de l'histoire de ce sport. Chez nous, à Roland-Garros, 40 ans après notre unique victoire masculine de l'ère moderne, Yannick Noah, qui était présent hier. Novak n'était pas né, mais il a trouvé les mots pour notre icône. J'ai beaucoup apprécié et j'adorais ton enthousiasme. Après, tu l'as transféré dans la musique après ta carrière en tennis et tu as continué à apporter cette positivité, cette énergie, c'est très spécial. Et je voulais te dire que je suis très content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Oui, l'homme Djokovic est dérangeant, souvent sifflé, mais une fois la bataille livrée, il est juste, bienveillant, empathique. Écoutez le mot pour son adversaire, Casper Ruud. Te dire quand quelqu'un a des valeurs humaines, des belles valeurs, et toi, ton père, ton équipe, ton coach, ta famille, tout le monde a toujours été très gentil avec moi, avec mon équipe et à tout le monde. Tu mérites le plus grand respect pour tout ça et beaucoup d'applaudissements. Et puis Novak Djokovic est reconnaissant, comme ce selfie qu'il prend lui-même avec les supporters venus au bord du cours, les bénévoles de Roland-Garros et bien sûr l'effort de parler au public en français. Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial de ma carrière avec vous, avec cette stade très 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 spécial dans ma vie. Merci beaucoup. Djokovic est né en 1987 en Yougoslavie. Il a 7 ans quand il commence le tennis. Son pays à ce moment-là explose. 1994. Les siens, les Serbes, se livrent une guerre sans merci contre leurs ex-compatriotes, les Croates. Aujourd'hui, Djokovic, le Serbe, ne se sépare jamais de son coach Goran Ivanisevic, le Croate. J'ai vu ce pays, la Serbie, passer du statut de diable bombardé par les forces de l'OTAN, radicalisé par le dictateur Slobodan Milosevic, au statut de pays chaleureux, fier de son attachement à la France qu'elle a accompagné face à la folie nazie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, Novak Djokovic incarne la réhabilitation de son pays. Alors, quand les tensions rejaillissent contre le Kosovo récemment, il prend position, c'était la semaine dernière, et dérange ceux qui souhaitent un sport préservé des débats politiques. Le Kosovo est notre cœur. Un bastion, lieu des événements les plus importants de notre histoire. Nos plus grandes batailles s'y sont passées, nos monastères s'y trouvent. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent ce que j'ai écrit sur la caméra. Novak Djokovic entre donc dans la légende du sport universel. Il ne lui reste qu'à gagner la médaille d'or olympique pour son pays. Ce sera peut-être encore à Paris. Et là-bas,
En Serbie, vous savez comment on l'appelle? Le prince de Serbie. Vous pouvez chanter. Djokovic, c'est parti. Écoutez bien les paroles, hein. Ah, ça peut marcher, hein? Ah, ça peut marcher en boîte de nuit cet été. Bien sûr. C'est super, Frédéric, parce que vous avez bien montré à la fois le sportif génial qu'il est. On peut ne pas aimer son jeu, mais c'est tout de même un être d'une discipline incroyable sur le plan. Et d'autre part, l'homme engagé. Moi, je n'ai jamais détesté qu'il sorte du discours tiède et fade de la plupart des tennisman. Ça pose toujours une question sur l'engagement des sportifs dans des causes où certains se sentent mal à l'aise et d'autres pas. Oui, effectivement, sur les questions du vaccin, oui, il avait été plus ou moins effectivement critiqué sur ce point-là. Après, je pense quand même qu'il avait quand même tout intérêt à se recentrer, à pas forcément polémiquer à l'envie là-dessus, parce qu'à un moment donné, un sportif, on attend de lui qu'il soit sportif, et surtout à son niveau, il avait tellement à perdre, si j'ose dire, que je pense qu'il avait aussi intérêt à se recentrer sur son jeu. Et en effet, il a un jeu impressionnant. Au-delà du palmarès, il a peut-être pas un style extrêmement singulier, mais il est très fort et constant. Jean-Michel, belle élégance vis-à-vis de son adversaire aussi. Il a un style de canonnier et ça le fait gagner. C'est une bonne chose. Ça prouve que quelquefois il faut aller directement au fait. Non, mais moi, belle élégance, bien sûr. Moi, j'admire la force, la force du combattant. J'admire surtout la force quand elle est mise au service de la bienveillance. Et c'est beaucoup plus simple d'être bienveillant quand on est faible. On n'a pas beaucoup d'autres solutions. Mais le gars qui est fort, qui remporte tout ce qu'il a remporté, que ce soit lui ou que ce soit d'autres, c'est bien, c'est sympa d'être bienveillant. Je pense à un garçon comme Mbappé au foot, et plein d'autres personnes. Allez. En même temps, pardon, Cécile, quand on est très fort, en général, on suscite la bienveillance. Oui, mais lui, il la donne. La crainte, lui, il la donne, il la porte. C'est ça qui est bien. Et le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et la mort de Silvio Berlusconi provoque une pluie d'hommages des droites européennes, mais aussi ressurgir des souvenirs télévisuels. Un souvenir notamment d'une ancienne chaîne privée française, la 5, fondée par Silvio Berlusconi quand il était homme d'affaires, mais pas encore homme politique, précurseur de la télévision commerciale. C'est une grosse montre Leico qui donnait le top départ du journal télévisé avec ce morceau de Richard Strauss en guise de générique pour les infos. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors c'est sûr qu'avec ça, après ça, on n'a pas intérêt à raconter un truc léger. Il faut du lourd. C'était le meilleur. Cette chaîne, la 5, à cheval sur les années 80 et 90, qui finira par disparaître faute de rentrer dans ses frais. Parmi les innovations, c'est aussi Feu, cette chaîne qui inventa la coupure publicitaire en plein milieu des films et n'en déplaise aux puristes du cinéma. Après cette archive INA de la 5 française, autre séquence télé assez partagée, beaucoup plus récente, celle-là sur une des principales chaînes italiennes privée, l'annonce sur Canal 5 ce matin de la mort du propriétaire avec des présentateurs en larmes. Allora, Francesco, abbiamo una brutta notizia la cosa da dare peggiore che oggi potessimo fare per noi di Mediaset perché è morto Silvio Berlusconi. Francesco, fai tu perché io... Nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'était la pire des choses que nous pouvions faire aujourd'hui dans le groupe Mediaset. Silvio Berlusconi est mort. Francesco continue parce que moi je peux pas lancer l'animatrice à son collègue. Bon, elle est du côté des réactions politiques. Évidemment, les hommages pleuvent à la droite de la droite. Repose en paix, mon ami, écrit le chef du gouvernement hongrois, l'ultra-droitier Viktor Orban. En France, Silvio Berlusconi fut un homme qui aura révolutionné le paysage politique italien en laissant notamment en héritage la coalition des droites, écrit Marion Maréchal, avec notamment une photo de Giorgia Meloni aux côtés de Berlusconi. Il aura permis, écrit Marion Maréchal, à ces partis de s'installer
au pouvoir. Toutes mes condoléances aux Italiens qui perdent un grand personnage. Hommage similaire de sa tante Marine Le Pen. Quant au contraire, à gauche, c'est soit, et c'est plus souvent un silence pudique, soit comme Nathalie Arthaud qui se lance, une pensée émue aujourd'hui pour les travailleurs d'Italie qui ont dû supporter pendant si longtemps un capitaliste véreux devenu patron de télépoubelles, politicien, misogyne, raciste, violemment anti-ouvrier et anti-immigré. Bon, allez, enfin, hommage sur son site officiel du club de foot qu'il a dirigé durant 31 ans, l'AC Milan. Profondément attristé, pleure la disparition de l'inoubliable Silvio Berlusconi. Merci, président, pour toujours avec vous. C'est ce qu'on peut lire pour toujours avec nous. C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'AC Milan. Merci beaucoup, Félix Mathieu. On est très en retard. Vous restez avec nous, Philippe Bilger, Tom Conan et Jean-Michel Fauvergue. Et vos appels 0826 300 300. Dans un instant, ce sera votre tour de table. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Il s'en passe des choses hors antenne, si vous saviez. 0826 300, vous pouvez nous appeler, bien entendu. Vous voulez commenter cette actualité avec nous, avec Philippe Bilger, Tom Conan et Jean-Michel Fauvergue, avec moi, bien sûr, Frédéric Brindel, jusqu'à 19h. Donc, vous, les auditeurs de Sud Radio, parce que vous devez intégrer ces débats, ces réflexions. C'est la règle, c'est le principe. C'est comme ça. Il y a marqué parlons vrai, il faut que ça serve. Voilà. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table De l'actualité. Et le problème, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Philippe Bilger, justement, sur François Hollande, marque-t-il vraiment Bernard Cazeneuve à la culotte? Alors, en fait, j'avais le choix, ma chère Cécile. Je vois que vous m'entraînez vers plutôt François Hollande plutôt que vers Ségolène Royal. Vous pouvez faire les deux. Mais non, mais je vais faire les deux rapidement, très vite. On exagère peut-être dans ce qu'on raconte depuis 2 jours sur le fait que François Hollande surveillerait de près Bernard Cazeneuve. En effet, je veux bien admettre qu'il est attentif au destin de Bernard Cazeneuve pour la future élection présidentielle, mais je suis pas persuadé que ce soit au point de le surveiller comme on le prétend. Ségolène Royal, c'est autre chose. Elle a fait un entretien sur Europe 1 et je continue à beaucoup apprécier cette personnalité. Je ne peux pas me déprendre d'une sorte d'affection politique pour cette femme qui a du courage et qui a précisé tout de même que si elle avait été à la tête de la France, elle aurait été plus apaisée parce qu'elle aurait traité la France comme une famille. Et je veux bien croire, puisqu'elle a été une excellente mère de famille. En tout cas, Thierry Cazeneuve donc, a lancé son mouvement à Créteil samedi dernier. Bernard. J'ai dit Thierry. Vous avez dit Thierry. C'est parce que j'ai connu un Thierry Cazeneuve qui était l'organisateur du Dauphiné Libéré. C'est intéressant. C'est Bernard Cazeneuve. Ma langue a fourché. Si on savait que Thierry Cazeneuve voulait devenir président, alors ça non, en plus, on passe à Tom, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Tom, moi, sur votre, je vois l'émergence du quiet luxury ou luxe direct. Ah, c'est quiet luxury, effectivement. C'est dans la mode, donc avec un minimalisme fort qui veut écarter le côté bling bling et tape à l'œil. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, vous savez, pour moi, tout est politique. Il y a de la politique dans tout, y compris dans la mode, effectivement, y compris dans le luxe. Donc c'est une tendance assez étonnante que j'ai remarquée, effectivement, qui est célébrée notamment depuis que Gwyneth Paltrow, vous savez, cette grande actrice, qui a eu un procès il y a quelques mois et qui est apparue à l'occasion de ce procès, qui n'est pas d'une très très grande gravité, avec effectivement des vêtements de luxe, mais extrêmement simples, sans logo, sans choses bling bling, etc. Et donc depuis, c'est devenu une vraie tendance. Et donc le luxe se fait de plus en plus discret, un peu en retrait. Et donc c'est assez forcément étonnant parce que c'est pas toujours dans les habitudes de ces grandes maisons où l'idée, évidemment, quand vous achetez du luxe, c'est quand même de montrer le prix que ça coûte, donc faire un peu d'ostentation parce que vous achetez aussi de l'image, évidemment. Hein, sinon, c'est pas très intéressant de mettre 3 000 € dans un sac ou 2 000 € dans des chaussures. 6 000 € dans un t-shirt noir. Mais donc, en fait, est-ce qu'il y aurait pas Moi, vous, il y a rien sur votre t-shirt. Moi, c'est très simple. Moi, c'est pas du luxe, c'est des choses extrêmement simples. Mais effectivement, moi je me demande, est-ce que derrière tout ça, il n'y aurait pas, au-delà de l'esthétique et du minimalisme, il n'y aurait pas un petit embarras, hein, parce que finalement, porter du luxe, pour ceux qui en portent en tout cas, les femmes, les hommes, peu importe, voilà, c'est aussi afficher un prix, une certaine violence sociale entre guillemets, puisque tout le monde ne peut pas forcément acquérir ses biens de prestige. Donc je me demande, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit, à l'heure finalement où Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, où les grandes maisons de luxe sont absolument partout, trustent tous les espaces publicitaires, est-ce que les personnes, notamment derrière la simplicité. Est-ce qu'on se cacherait pas, voilà, derrière une certaine simplicité, un savoir-faire, ce qui est parfaitement respectable évidemment, et donc il mettrait un petit peu de côté la dimension ostentatoire. Philippe Moi je dis c'est bienvenu. Chez les pauvres, le luxe est très discret.
Ouais. C'est tellement beau ça. Et je ne vois rien sur votre chemise. En revanche, ça va être au tour de Jean-Michel Fauvergue. Et là, il y a un peu du logo sur la chemise de Jean-Michel. C'est un léger. Ouais, quand même. Alors, les citoyens témoins d'agression doivent-ils intervenir? Mais ça se réfléchit. Peut-être qu'il y a une réaction dessus, justement. Il fallait continuer. Désolé, il y a une petite réaction. C'est quand même un grand sujet. C'est intéressant. C'est intéressant de se dire que. Oui, bien sûr que c'est un grand sujet. On n'affiche plus ce qu'on en est, en fait. D'abord, moi, je voudrais intervenir ce qu'a dit Philippe, puisqu'on n'a pas eu le temps et parler de Bernard Cazeneuve, qui a été un ministre de l'Intérieur que j'ai respecté et que j'ai croisé dans les événements que vous savez. Et voilà. Sur ce qu'a dit Tom, vous qui étiez habillé en noir pendant des années. Oui. Sans logo, sans rien, avec un tout petit logo. Ça affine le noir. Ça affine. Et là, vous êtes en blanc avec une très jolie chemise. Surtout quand on met la cagoule, ça affine aussi le visage. Est-ce que en fait, est-ce qu'on a peur en clair de montrer qu'on achète des vêtements? Est-ce qu'on doit se planquer en fait en réalité? Il y a une dimension de classe en tout cas. C'est certain qu'il y en a une. Moi, je suis un peu. Alors chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, je suis un peu déçu de cette, non pas de ce qu'a dit Tom, mais de ce qu'il en a tiré. Parce que pourquoi ce plan créton à un certain moment. Et puis ceux qui s'habillent avec des marques, c'est pas forcément aussi ceux qui sont les plus aisés. Il y a un certain moment, on peut se faire plaisir, ponctuellement, c'est vrai. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut qu'on roule en Twingo avec à l'intérieur un moteur de Maserati? C'est la question que je pose. En tout cas, je veux bien vous me la prêtiez parce que ça peut me faire marrer ça. Vous en avez une de toute façon. Ouais. Oui. Alors donc j'avais un petit peu vendu la mèche là. C'est mieux que je le redis. Ouais. Alors donc pour vous, Jean-Michel Fauvergue, les citoyens témoins d'agression doivent-ils intervenir et comment? C'est une vraie question. Oui, bien sûr. Vous avez, vous voyez que je fais référence à l'intervention d'Annecy et du fameux Henri. Alors est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce qu'on peut intervenir? D'abord le cadre légal. Il faut savoir que l'article 73 du Code de procédure pénale nous permet d'intervenir. À chaque fois que vous voyez quelqu'un faire un flagrant délit dans la rue, vous pouvez intervenir. Et puis vous avez même obligation d'intervenir dans le cadre de l'article 223.6 du code pénal, qui est la non-assistance à personne en danger. Vous avez obligation d'intervenir à condition de ne pas vous mettre vous-même ou des tiers en danger. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est compliqué parfois. Alors pour intervenir, il faut la première chose à faire, si je peux me permettre quelques conseils de ce type-là, c'est informer et appeler le secours. La première chose, c'est d'appeler le secours. Et quand vous appelez le secours, essayez de leur donner le plus de renseignements possible sur la manière dont est habillé l'agresseur, vers où il va, etc. S'il y a plusieurs agresseurs, s'il est armé, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Et si vous devez intervenir physiquement et personnellement, j'ai vu que le fameux Henri l'a bien fait. La première chose, c'est de se protéger, soit avec du mobilier urbain, soit avec un sac à dos, soit si vous n'avez pas ça, enlevez votre vêtement et vous en servir comme d'un fléau ou comme ça dépend protection. Si vous avez une arme blanche ou une arme à feu, parce que là. Alors une arme à feu, c'est différent. Donc là, j'étais dans le cadre de l'intervention. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est de hurler, d'avertir les gens, de dire voilà, il s'est passé ça, parce que vous voyez ce jogger passer, cette femme qui fait un jogging qui passe, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc hurler, avertir les gens, faire en sorte que eux-mêmes aillent avertir. Et puis ensuite, une fois que tout ça est fait, c'est porter secours, c'est important. Porter secours. Et là, je rappellerai quelques gestes simples. D'abord, il faut des gestes de secouriste pour porter secours, mais ne jamais ôter un couteau si vous avez un couteau planté, parce que vous risquez de créer une hémorragie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et un dernier, une fois que vous êtes intervenu, c'est rester sur place pour donner votre identité aux policiers, pour porter témoignage. Et c'est important pour cette affaire judiciaire. Alors, je m'excuse d'avoir été technique sur cette affaire-là, mais ça me semble être important. En tout cas, n'oubliez pas que forcément, vous pouvez faire une formation de secouriste. Vous pouvez intervenir et il y a des gestes qui sauvent. C'est toujours intéressant de le faire. 40% des personnes en France sont formées contre 80 à 90% dans les pays nordiques. Oui. Et ne prenez pas de risque non plus, effectivement, parce que certains sont décédés ces derniers temps en voulant porter secours aussi. Absolument. Restez avec nous dans un instant. On va revenir sur le droit d'asile. L'Union européenne doit-elle s'aligner sur les politiques restrictives du Danemark et de la Hongrie? On vous attend au standard. Pardon, on est très en retard. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec vous au 0826 300 300 avec Philippe Bilger ce soir, Tom Conan et Jean-Michel Fauvergue. On est ravis de vous retrouver. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc après l'attaque au couteau à Annecy par un réfugié syrien, le sujet du droit d'asile est de nouveau soumis à questionnement. La Commission européenne et les États membres n'en finissent pas de débattre sur le sujet depuis 2019. La Hongrie et le Danemark restent les pays les plus stricts en matière de droit d'asile, Frédéric. Par exemple, pour ces demandeurs d'asile, le Danemark s'aligne un peu sur le Royaume-Uni. En 2021, Copenhague avait voté une loi autorisant la délocalisation des demandeurs d'asile hors du continent européen. Vous attendez avant. Et puis la Hongrie a manqué à ses obligations dans le domaine, déplore la Commission de justice de l'Union européenne, avec des restrictions de l'accès à la demande d'asile. La relocalisation des demandeurs d'asile dans les différents États membres a reçu le feu vert du Conseil. Malgré l'opposition de la Pologne et de la Hongrie, les pays qui s'y refusent devront payer une lourde amende, 20 000 € par exilé refusé. Pour soulager l'Italie et la Grèce, 30 000 demandeurs d'asile accueillis chaque année dans d'autres pays européens. Alors, vers quelle tendance l'Europe doit-elle se diriger ? Et l'Union européenne doit-elle s'aligner donc sur la politique restrictive du Danemark et de la Hongrie? Pour l'instant, vous nous dites oui à 93%, ce qui est énorme. 0826 300 300. Et pour en parler, Élodie Journeau, merci d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Vous êtes avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est la question que l'on pose, qui est volontairement un peu trash, pardon, d'aller vers ou le Danemark ou la Hongrie. C'est quoi la bonne position aujourd'hui? Alors, sans être le spécialiste qui est sans doute Maître Journeau, moi j'irais volontiers vers une politique à la danoise. Il est évident que depuis quelque temps, il n'est pas un homme ou une femme politique française qui n'aille au Danemark pour voir des recettes que peut-être il est très difficile d'appliquer en France. Mais il me semble, sans tomber dans une polémique outrancière, que il est clair que le droit d'asile aujourd'hui est dévoyé et qu'il ne relève plus seulement de ces combattants de la liberté qu'il faut accueillir. Troisième élément, on a vu avec les tentatives d'assassinat à Annecy qu'il y a une sorte de bureaucratie et d'absurdité dans la gestion du droit d'asile européen qui montre qu'il n'est pas illégitime, et j'arrêterai là, Cécile et Frédéric, de vouloir des changements radicaux dans ce domaine. Tom Conan, d'autres pays comme la Suède aussi s'alignent sur cette position danoise. Oui, alors moi je pense que justement il ne faut pas avoir une position manichéenne là-dessus. Évidemment, c'est la tentation qu'on a forcément. Il y a un drame qui se passe, on se dit quel est le statut de cette personne, donc il faut supprimer. Voilà. Et le vrai problème, c'est qu'il peut y avoir plein d'événements de ce type. Celui-là, effectivement, est particulièrement frappant et horrible. On est bien d'accord. Moi, je connaissais des personnes dans ma famille qui avaient fréquenté ce parc assez souvent avec des enfants. Donc c'est effectivement absolument terrible. Néanmoins, voilà, politiser à l'extrême le sujet me semble pas forcément pertinent. En tout cas, si on fait ça serait reproduire des échecs passés, parce qu'il y a eu, en fait, depuis 10-15 ans, beaucoup de politiques en France ont justement changé des lois, réformé des systèmes entiers à partir de faits de ce type qui, aussi atroces qu'ils puissent être, ne sont pas forcément à la racine du problème. Enfin là, depuis le 2019, c'est un sujet qui tourne en effet, à l'Europe, et personne ne trouve vraiment de solution, Jean-Michel Fauvergue. Alors on parle de la Hongrie et du Danemark. Les deux pays sont pas pareils. La Hongrie, elle, ne respecte pas les droits pour lesquels elle s'est engagée. Le Danemark, lui, a des exceptions et totalement dans ces exceptions-là et de manière tout à fait légale. Mais au Danemark, vous avez effectivement tout ce qui a été dit par Frédéric, mais vous avez surtout un consensus politique. Aujourd'hui, au Danemark, vous avez des sociodémocrates qui sont au pouvoir et qui feraient rougir de plaisir dans les décisions qu'ils prennent sur l'immigration et sur la demande d'asile, qui feraient rougir du plaisir le Rassemblement national. En toute impunité, parce qu'ils ont le droit de faire ces exceptions-là. J'ajoute que pour la France, d'une manière générale, et pour d'autres pays européens, l'asile aujourd'hui est devenu la première de filière d'immigration clandestine. Pourquoi? Parce que vous avez en France non pas 30 000 mais 150 000 ou 160 000 personnes qui ont demandé l'asile l'année dernière. 30% à peu près ou 35% l'ont eu. Et les autres sont restés sur le territoire national. Parce que au bout de 14 mois d'instruction, on reste sur le territoire national et c'est ça qui ne va pas. J'ajoute, et j'en finis là, que le jour où il y a eu le drame
thème d'Annecy, les ministres de l'Intérieur étaient réunis et ont décidé de quelque chose qui me semble important, deux choses importantes. La deuxième, la première, c'est de se répartir les migrants clandestins et les demandeurs d'asile de manière équivalente dans chaque pays européen. Et la deuxième, c'est de traiter les demandes d'asile aux frontières de l'Europe sous 3 mois, aux frontières de l'Europe. Alors on ne sait pas si c'est dans l'Europe ou juste à l'extérieur de l'Europe, mais ça doit passer par le Parlement européen et ça me semble être une bonne avancée à généraliser. Et là, on irait sur le sens du Danemark, plus précisément. Avec nous, maître Élodie Journeau, vous avez entendu nos vraies voix, maître. Il faut d'abord rappeler que la France doit respecter les directives européennes. Tout à fait. Est-ce qu'elle les respecte ? La France, dans l'ensemble, respecte les directives européennes. Il y a bien entendu un certain nombre de cas où on a des décisions qui sont jugées illégales, où on n'a pas eu le temps de les contester, mais dans l'ensemble, on applique quand même dans notre droit national ce que l'Europe préconise. On a un socle de base européen et la France construit par-dessus en reflétant les valeurs que nous avons. Elle a été condamnée d'ailleurs, la France. Il y a eu le rejet d'un Tchétchène qui était jugé dangereux. Elle a été condamnée par l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mains libres non plus. Ça, c'est un petit peu inquiétant. On n'a pas les mains libres parce que justement, il y a un certain nombre de choses à respecter. On pourrait faire une comparaison avec la présomption d'innocence. Bien entendu, lorsque vous avez des éléments objectifs qui vous permettent d'être convaincu de la culpabilité de quelqu'un, il y a quand même un certain nombre d'éléments de procédure à respecter. Ça s'appelle l'état de droit, tout simplement. Et si vous ne les respectez pas pour quelqu'un dont vous êtes persuadé qu'il est coupable, vous risquez de ne pas les respecter pour quelqu'un dont vous pouvez être persuadé qu'il est innocent. On respecte le droit, et c'est en respectant le droit qu'on est un état de droit. Philippe Bilger, première question. Maître, est-ce que vous trouvez choquant j'allais dire, le fait de mettre en discussion une partie de l'état de droit dès lors qu'il révèle sa totale inefficacité sur le plan de la sauvegarde des nations? Alors, l'inefficacité à quel niveau ? Je veux dire, tout ce qu'on constate, même l'affaire d'Annecy, d'une certaine manière, montre qu'il y a une forme de bureaucratie qui ne permet plus correctement à l'Europe de gérer les droits d'asile. Est-ce qu'on c'est choquant, comme par exemple les Républicains, de mettre en cause le droit européen? Est-ce que vous considérez que cet état de droit est intangible, ou est-ce qu'on a le droit de le remettre en cause quand il ne marche pas? Alors, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à mélanger tout ce qui est immigration et asile. On a le droit de demander asile. C'est un principe, ça fait des siècles et des siècles que ça existe, mais la Convention de Genève nous l'a concrétisé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas renoncer, a fortiori lorsqu'on se déclare le défenseur des droits de l'homme. Donc, se poser des questions politiquement, et je me garderai bien de donner mon opinion là-dessus, sur le fait de restreindre l'immigration ou d'ouvrir d'autres voies légales différentes, je peux entendre que ce soit un débat. Mais le fait est que ça n'est absolument pas applicable dans notre cas. Ce monsieur avait un titre de séjour délivré au motif de l'asile, mais il avait un titre de séjour dans un pays. Loin de moi l'idée de justifier le fait qu'il soit venu ou quoi que ce soit. Mais juridiquement, on n'a pas le droit d'interdire à un étranger qui est légalement sur le territoire d'un pays européen, quel que soit le motif pour lequel il s'y trouve, asile, famille, travail, etc., de se déplacer dans les autres pays. Il a une limite. Oui, mais il ne s'y est pas installé. Il était enregistré dans une procédure légale. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. Mais j'ajoute juste un mot. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le droit d'asile, par rapport à son origine humaniste, est totalement dévoyé depuis? Je veux dire, vous avez évoqué les raisons de sa création, je vous rejoins, mais depuis, mon Dieu, quelle dénaturation. Le fait est que vous parliez à l'instant, Monsieur Bilger, des... Bilger, pardon. Excusez-moi. Des combattants de la liberté. Des combattants de la liberté. Le fait est que la société a évolué et la définition de l'asile a évolué parce que les crises ont évolué.
les crises, les guerres ont évolué. Donc avant, on pensait à la Seconde Guerre mondiale, donc à l'extermination des Juifs, des nazis, des homosexuels. Micro, qu'on vous entend bien. Mais depuis, il y a eu aussi la découverte du fait qu'il y avait un nombre incalculable de femmes qui étaient excisées de force, qui étaient mariées de force, le fait que des homosexuels continuent d'être persécutés dans un certain nombre de pays, les opinions politiques. Donc tout ça, ça a évolué. Donc nécessairement, non, il n'y a pas de réfugiés climatiques. Ça n'est pas dans la définition de la Convention de Genève. On pourra prendre en compte différemment à un autre stade, mais pour l'instant, ça n'a pas été reconnu. Cette évolution-là n'est pas reconnue. Donc forcément, on est obligé d'avancer. Et si c'est dévoyé, si vous estimez que c'est dévoyé, encore une fois, je ne me prononce pas là-dessus, c'est peut-être parce que certains représentants politiques ont l'impression que des demandeurs vont utiliser l'asile pour venir s'installer, parce que toutes les autres voies sont bloquées. Oui. Ah, c'est ça, 0826 300 300. Oui, vous pouvez juste appeler, avant, Hakim, on vous prend dans un instant. Jean-Michel Fauvergue. Cher Ahmed, moi je reviens sur le cas qui nous intéresse à Annecy. Oui, l'assassin, enfin celui qui a tenté d'assassiner ses enfants, il avait certes le droit de venir puisqu'il était réfugié en Suède. Mais étant réfugié en Suède, il vient en France faire une demande d'asile. Il va en Suisse faire une demande d'asile parce que la Suisse fait partie de l'espace Schengen. Il va en Italie faire une demande d'asile. Il est immédiatement signalé, ou aurait dû être signalé par les bornes Eurodac, puisque c'est les bornes Eurodac disent, c'est là où on met ses empreintes. Elles disent immédiatement que il était en demande d'asile et il n'aurait pas dû pouvoir faire des demandes d'asile dans les autres pays puisqu'il bénéficiait. Alors oui. Il y a deux écoles là, effectivement, vous allez me dire oui. Ah mais non, il n'y a pas deux écoles, c'est le CESEDA, c'est très clair. Si, il y a deux écoles parce qu'on en a discuté pendant 2 semaines, pendant une semaine là, et effectivement il y a deux thèses qui s'affrontent. Mais si c'est le cas, de toute façon si c'est le cas, et si le CESEDA le dit d'une manière générale, ça prouve bien que ça ne fonctionne pas au niveau européen et que ne serait-ce que ces règles-là, il va falloir les appliquer avec beaucoup plus de rigueur pour éviter ce type les changer. Alors aussi horrible et dramatique que ce soit, en l'espèce, toutes les règles ont été respectées. C'est-à-dire qu'il a borné à Eurodac, il a été repéré en tant que personne qui bénéficie d'une protection dans un pays. Donc le fait qu'il ait déposé plusieurs demandes d'asile après la Suède, ça, a priori, encore une fois, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas le dossier sous les yeux, c'est considéré comme une tentative de fraude. Mais quand on a une protection au titre de l'asile dans un pays, on a le droit de déposer une nouvelle demande d'asile dans un autre pays si on démontre que notre protection dans le pays n'est pas effective. Et du coup, il n'y a que par l'instruction de cette nouvelle demande qu'on peut constater qu'en effet, la protection dans le premier pays n'était pas effective. Maître 0826 300 300, une réaction de Hakim. Hakim, on vous écoute. Hakim, Maître Elodie du Journaux vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, en fait, je ne sais pas si on peut s'aligner sur les positions drastiques du Danemark, un pays que j'aime beaucoup, parce que mon beau-frère est danois et je connais le pays. Non, je voulais vous dire, dans le cas de l'affaire d'Annecy, ce qui m'a frappé, c'est qu'un pays lui accorde donc l'asile, si j'ai bien compris, et il erre dans les rues européennes. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas un parcours. Pourquoi il n'y a pas un parcours sociabilisant, professionnalisant, pour l'aider à s'insérer dans la société? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, un pays lui donne le statut de protégé. Et ensuite, il est livré à lui-même. Plus personne s'en occupe, c'est ça. Et voilà. Moi, je crois surtout que le problème, il vient de là. Parce qu'on accepte ou on n'accepte pas. Si on l'accepte, dans ces cas-là, il faut assumer jusqu'au bout et l'aider à s'insérer dans la société avec un parcours d'ambition, de réussite, etc. Quoi. Puisqu'il était SDF. Réponse. C'était le cas en Suède. Le fait est que, justement, normalement, et on n'a pas le dossier, donc on ne sait pas s'il a bien été accueilli, s'il a bénéficié d'un logement, s'il a bénéficié d'allocations ou d'aide au travail, il avait une allocation de 400 € par mois. Non, ça c'était en France. Moi je parle en Suède. En Suède. Moi je parle en Suède. On ne sait pas comment ça a été pris en charge après sa protection. Le fait est que en France, il s'est retrouvé SDF parce que quand on arrive et qu'on dépose une demande d'asile en France, on est trié
soit en procédure normale, soit en procédure accélérée. Comme on n'a pas assez de place pour héberger tout le monde et pour suivre tout le monde socialement, il y a un certain nombre de personnes, et souvent des hommes jeunes célibataires, qui sont considérés comme non prioritaires et du coup n'ont pas de logement qui est proposé par l'État, pas de CADA, pas de UDA, et donc on leur donne une allocation et ils n'ont pas de CADA, travailleur social. Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est important. Et donc du coup, en effet, et pas lui tout seul, un certain nombre de demandeurs d'asile errent parce qu'on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Mais il est dans le même cas que je ne sais pas combien de personnes. Et comme lui a été placé en procédure accélérée parce qu'il avait déjà une protection justement en Suède, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation d'erreur. On lui donne de l'argent pour se loger. Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, mais l'allocation n'est pas suffisante malheureusement. Mais effectivement, en fait, on voit bien qu'au début du débat, on était sur une question un peu macro-politique globale, et en fait, on voit bien, moi, c'était un peu mon intuition de départ, que c'est une question quand même aussi de suivi social, au plus près de la personne, psychologique éventuellement, et dans un cadre qui peut être associatif, qui peut être un cadre étatique, je ne sais pas après les structures qui existent concrètement, et après, en l'occurrence, concrètement parlant, il y a même à un niveau encore plus identifiable, il y a même une question policière de base. Quelle était la sécurité après de ce coin, de ce parc, etc. Non mais voilà, à un moment donné, c'est des questions comme ça immédiates qui sont quand même aussi à l'origine du drame qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une réaction surtout, c'est de dire pourquoi, si on n'est pas capable de l'accueillir convenablement, pourquoi, puisqu'il bénéficie d'un droit d'asile en Suède, pourquoi on ne le renvoie pas en Suède? Parce qu'on a le droit justement de demander à un autre pays d'évaluer la protection dont on bénéficie. Une protection, c'est pas juste la délivrance d'un titre de séjour qui va vous autoriser à rester. Et en fait, d'habitude, c'est un débat que l'on a sur la Grèce et sur l'Italie, où il y a quasiment pas de travailleurs sociaux qui sont attribués aux personnes protégées. On leur donne très peu de cours de langue, il n'y a pas d'accès aux allocations, on s'inscrit pas aux impôts, etc. Donc on a beaucoup de demandeurs d'asile qui, après une protection en Italie et en Grèce, arrivent ici en sortant d'un dénuement total. Et donc, là, le fait que ce soit la Grèce, a priori, qui est un système qui fonctionne un petit peu mieux, je ne saurais pas vous dire pourquoi il est pas la Suède, pardon, pourquoi il en est parti. Mais le fait est que légalement, on a le droit de dire je ne suis pas bien protégé en Suède. OFPRA, puisqu'il en était à la procédure à l'OFPRA, OFPRA, dites-moi si j'ai raison de penser ça ou pas. Et l'OFPRA lui a répondu: Monsieur, vous ne m'avez pas convaincu, je pense que vous êtes correctement protégé en Suède. Bon, 200 000 demandeurs d'asile sont attendus en 2023 en France, ce qui est considérable. Certains mettent en évidence que des associations ont lancé une espèce de business pour faire venir des gens alors qu'on n'est pas capable de s'en occuper. Est-ce que vous avez quand même un constat qui est le vôtre? Alors je vous vois rire, vous allez me dire pourquoi. Je rigole parce que j'ai eu la chance de passer sur un plateau hier soir et qu'on m'a traité de militante de gauche qui faisait dormir les gens chez elle précisément. Donc, alors, au bon accueil. C'est pas vrai. Non, je les fais pas dormir chez moi, c'est déjà mon boulot. Je peux pas tout faire non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il y a toujours eu des réseaux de passeurs. Bien sûr, il y a toujours eu, que ce soit, on a caricaturé le 13e arrondissement dans un certain nombre de films, on a caricaturé Aubervilliers aussi. La Goutte d'Or. La Goutte d'Or, voilà. Donc, bien sûr que ça a toujours existé. Mais je n'ai pas l'impression, personnellement, de voir un business encore plus gros s'installer pour pouvoir faire venir un maximum de migrants. En revanche, ce qui semble vrai à un niveau géopolitique, c'est qu'effectivement, vu le nombre de zones de conflit qui existent quand même dans le monde aujourd'hui, il faut s'attendre, qu'on soit content ou pas de la chose, effectivement, à ce qu'il y ait une hausse des demandeurs d'asile. C'est pour ça qu'il faut d'une manière assez mécanique et légitime. C'est pour ça qu'il faut renforcer le contrôle. Mais ce ne sont pas des combattants de la liberté. J'ai pas dit le contraire. Mais l'asile n'est pas que le combattant de la liberté. La femme excisée n'est pas combattante. Mais c'est que cet homme, l'homme en l'occurrence, l'homme en l'occurrence vient de Syrie, il vient pas d'Australie, de Nouvelle-Zélande, donc c'est quand même un élément. En Syrie, il n'y a plus. Non, j'entends bien, mais c'est quand même à l'origine, j'imagine qu'il va y avoir une situation peut-être. Vous restez avec nous, quelques instants. On continue ce débat jusqu'à 19h. 0826 300 300. Qu'en pensez-vous justement? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on durcisse le ton comme le Danemark et la Hongrie face à l'Union européenne en ce qui concerne le droit d'asile? 0826 300 300. Les auditeurs disent oui, 93 contre 7.
Avec Frédéric Brindel, avec Philippe Bilger, avec Jean-Michel Fauvergue et bien entendu Tom Conan et notre invitée Élodie Journeau, avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Forcément, on revient sur ce drame de cette demandeur d'asile qui était en Suède, qui est arrivé en France après ce drame à Annecy, avec cette question: l'Union européenne doit-elle s'aligner sur la politique restrictive du Danemark et de la Hongrie, qui font partie des 2 pays les plus restrictifs? Nous, plutôt la France avec l'Allemagne, on est plutôt très modéré, plutôt assez souple. Si vous nous direz le contraire, maître, si dans quelques instants, Frédéric Brindel, peut-être rebondir justement sur ce sujet. Alors, très intéressant, parce que le système français aujourd'hui, tout étranger doit solliciter un visa ou un titre de séjour pour entrer sur le territoire national. On est d'accord. À l'exception d'un demandeur d'asile. Donc, il est peut-être plus facile de se présenter comme demandeur d'asile parce qu'à ce moment-là, on se voit remettre une autorisation de séjour, le temps de l'instruction de la demande, c'est prolongé en cas de recours. Bref, ça veut dire que si on a fait une demande d'asile, on est quasiment assuré de rester sur le territoire français. Si elle n'est pas acceptée, très souvent, il ne repart pas. Alors, encore une fois, on confond immigration et asile. Là, on part du principe qu'il va être rejeté. Sauf qu'il y a quand même presque 40% des demandeurs d'asile qui sont protégés lorsqu'ils arrivent sur le territoire français. Mais parlons de ce cas de figure-là. Mais justement, parlons du cas de figure où la personne est rejetée, où elle n'est pas raccompagnée. C'est pas le système de l'asile qui ne fonctionne pas dans ce cas-là. C'est le fonctionnement de l'immigration et du raccompagnement. Et il y avait un débat il n'y a pas très longtemps sur les obligations de quitter le territoire lors d'un drame précédent. Le fait est que lorsqu'on parle des obligations de quitter le territoire et du fait qu'il y en ait très peu qui soient exécutées, on a tendance à dire il y en a 117 000 qui ont été prononcés l'an dernier, il y en a que 9 000 qui ont été exécutés. Ok ? Il y en a combien qui ont été annulés par la justice ? Il y en a combien qui ont été annulés par la préfecture parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une bêtise? Il y en a combien qui ont été prises par erreur sur des homonymes? Jean-Michel Fauvergue. Donc du coup, cher maître, d'où l'intérêt de traiter ces demandes à l'extérieur du territoire européen. Comme ça, la problématique de l'OQTF qui est difficilement respectée parce que les pays d'accueil ne reprennent pas leurs nationaux, et vous le savez. Donc ça sera une problématique réglée et ça nous permettra de faire rentrer sur le territoire européen, pas national, mais européen, parce que il faut jouer Europe. On a 50 secondes pour la réponse. Que les gens qui ont droit de rentrer. On va faire une petite comparaison. Vous avez une femme qui est en train de se faire tabasser la gueule par son mari et elle est enfermée dans la salle de bain. Et les policiers lui disent non, vous n'avez pas le droit de venir porter plainte dans le commissariat, il faut d'abord que vous m'expliquiez tout depuis votre salle de bain. Ça, c'est le fonctionnement. Si. Non. Lorsque la Hongrie demande qu'on fasse les demandes d'asile à l'ambassade de Hongrie à l'extérieur, vous ne donnez pas la possibilité à une personne extrêmement vulnérable et fragile de se poser dans un centre avec un travailleur social et un psy. On voit quand même que dans le domaine, il y a quand même... On n'a pas le temps. Non, mais il manque beaucoup d'informations et ça serait bien que les gens se... Non, mais on est tous une culture plus grande dans la matière. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. C'est ça, absolument. Merci beaucoup. Désolée parce qu'on aurait pu en parler pendant des heures encore. Élodie Journeau, merci d'avoir été avec nous. Merci. Avocate en droit d'asile et droit des étrangers. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Tom Conan. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. C'est bien Jean-Michel Fauvergue. Absolument. Dans un instant, on sera avec le G500 et on reviendra sur ce sommet citoyen qui a eu lieu ce week-end, le 7, 8 et 9 à Marseille. C'est à Marseille.